Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Et après la promulgation, l'allocution, Emmanuel Macron va s'adresser ce soir aux Français avec 3 objectifs identifiés: apaiser les tensions, aller de l'avant, donner le cap pour la suite. Une prise de parole qui semble relancer de l'huile sur le feu. Philippe, vous allez vous étouffer, qu'est-ce qui se passe? Tout à fait. Non, vous avez un œuf de Pâques qui passe pas? Tout à fait. Toujours selon un sondage là pour BFM TV, 9 Français sur 10 estiment que l'allocution de ce soir ne va pas permettre d'apaiser les tensions. Alors vous, qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien pour le moment sur Twitter, vous êtes 58% à penser que cette allocution est provocatrice, 36% inutile, 4% risqué et 2% nécessaire. Vous voulez réagir? Un seul numéro, le 0826 300 300. Qu'est-ce que vous le dites bien. Et nous sommes avec Jean-Christophe Gallien, politologue et conseiller en communication, qui viendra nous apporter son avis. Jean-Christophe Gallien, Bonsoir. vous êtes déjà avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, on débattra dans quelques instants et on commence ce tour de table avec vous, Philippe Bilger. Alors, provocation comme semble penser la majorité de nos auditeurs? Non, alors j'aimerais le contraire, mais je crois que l'allocution, quelle qu'elle soit ce soir, ne parviendra pas à apaiser les tensions. En revanche, les adjectifs qu'a choisi Sud Radio me paraissent, pour la plupart d'entre eux, discutables, mais forcément, je dirais que l'allocution de ce soir est nécessaire. On ne peut pas reprocher au président, compte tenu d'un contexte dont j'entends bien qu'il a été en partie le grand responsable, de décider de parler aux Français ce soir pendant, j'espère que comme selon son habitude, malheureusement il ne sera pas trop long, mais je vois mal comment il pourra retisser des liens à partir d'une simple allocution solennelle, alors que l'image est très dégradée dans le pays et qu'à l'évidence il y a des oppositions qui ont tout sauf envie de lui permettre de renouer le lien avec elle. Catherine Evra. Non, mais moi je trouve que moi, vous savez, je suis joueuse, je trouve qu'il risque rien. Il est tellement bas dans les sondages, il a tellement tout le monde contre lui qu'à sa place je parlerai. S'il peut faire une communication courte et positive et redonner le moral aux gens, ce serait déjà pas mal. De toute façon, et je vois pas en quoi c'est son provocateur. silence lui aurait été reproché, quoi qu'il arrive. Je vois pas en quoi c'est provocateur, excusez-moi. Et parce pourtant, que tout le monde le y a pense. un Premier ministre qui doit parler, c'est l'opérationnel, et Macron, il parle pour expliquer une stratégie ou je sais pas quoi. Madi. Après l'épisode de la rue, je pense que sa prise de parole, elle est nécessaire. Mais encore faut-il qu'il trouve les mots pour apaiser la situation. Et je ne suis pas sûre qu'en l'état actuel des choses, que cette interlocution de ce soir apaise vraiment les choses quand on sait que les syndicats sont déjà prêts pour repartir. Surtout qu'il est mal entouré. Oui. Mal entouré, c'est-à-dire qu'on va pas lui expliquer ce qu'il faut qu'il dise. Il va encore dire, je sais pas quoi. Il n'a pas le Raymond Soubi dont on nous rebat les oreilles. Quand même. Non, mais... Il n'a pas Raymond Soubi, mais nous avons Jean-Christophe Gallien. Voilà. Politologue et conseiller en communication. Voilà. Jean-Christophe Gallien, votre réaction? Moi, je pense que, si vous voulez, la question c'est dans la ligne de ces du rythme qu'il a voulu impulser depuis quelques semaines, c'est-à-dire qu'on est dans quelque chose de très rapide, hein, le fameux véhicule législatif, les 50 jours, puis ça suffisait pas, on a fait le 49.3, puis ensuite le Conseil constitutionnel, et puis on promulgue très vite, et là, dans la foulée, on attendait quelque chose plutôt mercredi ou jeudi, et on se retrouve avec une intervention le lundi soir. Je pense qu'il y a, bien sûr que c'est potentiellement nécessaire, la réalité c'est que c'est aussi un problème d'efficacité potentielle, c'est-à-dire que est-ce que sa parole aujourd'hui est audible ? Je ne crois pas un seul instant qu'il y aura une performance potentielle parce que sa parole est tout à fait inaudible et il s'est mis dans cette situation d'être un peu dans un corner comme dans un camp retranché politique, institutionnel, qui est lui-même finalement son œuvre. Et donc
Je ne crois pas pour l'instant, si vous voulez, que quoi qu'il puisse raconter, on ne peut pas estimer évidemment qu'il dise maintenant on va reprendre tout à zéro. Pour vous, il n'a aucune marge de manœuvre, Emmanuel Macron, Jean-Christophe Gallien? Pardon? Il n'a aucune marge de manœuvre aujourd'hui? Si, il a la marge de manœuvre de dire on continue, c'est-à-dire que finalement il va continuer de cette manière-là. Oui. La marge de manœuvre, c'est de dire on continue, on passe à autre chose. Vous savez, moi j'avais raison, la manière dont on l'a fait, c'est de la meilleure manière. Finalement, il n'y a pas comme Elisabeth Borne, encore que lui il a dit l'inverse. Il n'y a pas de vainqueur, il n'y a pas de vaincu. Tout ça, c'est pour vous. Et donc, moi, je sais où je veux aller. Mais au moins, la seule possibilité, si vous voulez, d'ouverture positive, ce serait de créer une brèche d'éclaircie dans un contexte qui, aujourd'hui, au-delà de la réforme des retraites, si vous voulez, est caractérisé par un amoncellement de nuages économiques pour chacun d'entre nous. Je ne parle pas des chiffres macroéconomiques. Les Français s'en foutent de la macroéconomie. Ils s'intéressent à ce qui se passe pour eux, et c'est normal. Et puis, ils regardent un peu au-delà des frontières, et puis ils voient que finalement la parole de la France, elle est compliquée, que les résultats et les performances de leurs présidents qui embarquent leur réputation, ainsi de suite, proposent des difficultés aussi. Donc, je ne vois pas comment aujourd'hui, si le président de la République, dans ce contexte-là, je ne vous dis pas dans 15 jours, dans 3 semaines, ainsi de suite, il puisse véritablement avancer parce qu'il s'est mis lui-même dans un contexte qui, médiatiquement aussi, il y a les 4 rues, il y a la rue physique, il y a la rue syndicale, la rue parlementaire, et puis il y a la rue médiatique. Il y a la rue silencieuse. Digital, il est dans un coin. Philippe Bilger veut réagir. Jean-Christophe, est-ce que le problème de la parole d'Emmanuel Macron, mais j'aurais pu le dire, d'autres paroles présidentielles, elle crée un désintérêt. Beaucoup de gens probablement ne seront pas devant leur poste de télévision. Est-ce que ça ne vient pas du fait que techniquement et politiquement, la parole présidentielle n'annonce plus rien dans tous les sens du terme? Il a été performant, lui, par moment, en termes d'audience. Il a eu des moments, notamment en période de sortie de Covid, à la faveur de la crise malheureuse en Ukraine. Il y a des moments où sa parole était attendue. Là, ce qui caractérise finalement ces 3 mois, c'est que tout le monde a perdu. Lui, il a gagné sur le plan législatif, mais il a perdu politiquement, il a perdu socialement. Ses amis, les Républicains, pour certains d'entre eux qui ont joué le jeu au Sénat et à l'Assemblée nationale, ont perdu puisque les apports qu'ils avaient pu réaliser ont été censurés par le Conseil constitutionnel. Les oppositions parlementaires, qu'est-ce que vous voulez, elles ont perdu elles aussi, parce qu'elles ont été vaincues par le 49-3. La rue a été vaincue malgré une mobilisation de 3 mois de grève, d'activation, ainsi de suite. C'est donc un moment où tout le monde a la gueule de bois. Regardez la déclaration quand les oppositions ont pris la parole, et les syndicats aussi vendredi dernier après le Conseil constitutionnel, ils avaient pas, c'était très mou. On avait du mal à repartir et on le comprend. Donc lui, il veut saisir ce moment un peu particulier où tout le monde est un peu tombé et tout le monde a été tapé. Et il veut saisir un moment où peut-être sa parole pourrait créer une éclaircie. Mais quelle éclaircie? Je vous dis, sur le plan international, c'est compliqué. Sur le plan européen... Il y a de l'attente sur le pouvoir d'achat, Jean-Christophe Gallien, énormément. Exactement. C'est peut-être la seule voie de sortie. La réalité concrète, et ce qu'on peut entendre ça et là, c'est le seul point, si vous voulez. Mais on sait très bien que c'est difficile de ressortir de l'argent, de créer des conditions, si vous voulez, de dépenses publiques pour continuer à subventionner quelque chose qui ne l'est pas possible, parce qu'on nous a dit d'ailleurs que la réforme était nécessaire pour plaire à ceux qui gèrent notre dette. Très concrètement, une dette française qui est internationalisée, donc certains donneurs d'ordre commencent à dire qu'il faudrait faire des efforts. Donc c'est compliqué, il est dans un coin et je ne vois pas comment, malgré son talent, et ses dernières déclarations ne donnent pas le signe, s'il est, d'une volonté d'apaisement, comme le demandent même ses opposants. Et vous, sur quoi vous avez envie d'entendre Emmanuel Macron ce soir? Sur le pouvoir d'achat, comme le disait Stéphanie? Sur autre chose? Venez nous le dire au 0826 300 300. Le 0826 300 300, notre auditeur du jour, Olivier, est là. Rebonsoir, Olivier. Olivier, est-ce que vous en attendez? On a bien compris tout à l'heure que vous n'étiez pas plein d'espoir ce soir, mais tout de même, notamment sur la question du pouvoir d'achat, est-ce qu'il peut y avoir une éclaircie? Non. Non, d'abord, la seule chose qu'on pourrait attendre au stade dans la séquence politique où on est, à mon avis, c'est un retrait pour pouvoir apaiser
le climat social en France. Encore une fois, hein, je pense qu'on ne mesure pas ce qui est en train de se passer, mais qu'il y a une colère profonde et il y a des réelles difficultés chez les Français qui n'ont plus d'autre choix. Vous savez, les gens qui ont fait un mois de grève, ils vont pas s'arrêter comme ça va pas être si simple. Hein. Et je crois que cet homme vit dans un déni, en fait, alors cynique certes, mais pathologique. Hein. Je crois qu'il y a une telle déconnexion, il est tellement sûr de son fait, je pense qu'il mesure pas cette colère justement. Et là, on subit une paupérisation qui est inédite. Donc c'est pas avec, il va nous filer quoi, 100 balles comme il a fait pour, il va dire je donne 100 balles à tous les Français. Le chèque énergie ou etc. Non, c'est pas sérieux. Il est plus vous-même. On a le débat de savoir s'il est audible. On n'a jamais eu ces débats-là pour un autre président. Je suis désolé, mais jamais auparavant on a eu cette crise démocratique dans la 5e. Moi, jamais j'ai vu une apparition de Mitterrand qui suscitait de telles réactions. Ça c'est un peu de mauvaise foi de gauche, non? Ah non, En plus, de boycott, de trucs, non, dans les faits. Ça date. C'est des crises depuis. On était tous petits. Ouais, je dis Mitterrand, j'aurais pu dire. C'est vrai même pour Sarko qui était assez polémique. Sarko n'était pas boycotté. Hein. Moi, de mémoire, je me souviens pas d'un appel de boycott. Oui, mais regardez, il a passé sa réforme des retraites en 2010 et voilà, il a continué à gouverner. Bah, oui, mais il n'y avait pas autant de monde dans la rue. Hein. Alors, il n'y avait pas une telle colère, il n'y a pas eu tout ce qui s'est passé avant. C'est un petit peu plus. On les a bien chauffés. On n'est pas dans la même séquence. Oui, allez-y. Je trouve qu'Olivier a raison parce qu'il cible tout de même l'hostilité très particulière, très singulière qu'une majorité du peuple français éprouve à l'égard d'Emmanuel Macron. Ça n'a rien à voir avec les hostilités politiques d'avant, je crois. En quoi est-ce différent, Philippe Bilger? Il me semble que ça relève presque plus d'une hostilité humaine que d'une opposition politique. Personnelle. Absolument. Comme si en réalité on reprochait à Emmanuel Macron de ne pas pouvoir se débarrasser de ce qu'il est. Il a beau faire, il s'emporte toujours avec lui. Vous avez raison, Philippe. Macron dirige la France comme s'il dirigeait une société privée. C'est ça son problème. Il n'a aucun sens politique, excusez-moi de vous le dire, je pense, parce que sinon il ferait pas tout ce qu'il raconte. Il dirige, lui, il a des objectifs et il veut les atteindre. Il avait un objectif, c'est la retraite. Alors, bien ou pas bien, il a dit, les autres ont tous annoncé la retraite, ils ne l'ont pas faite. Moi, je vais la faire. C'est sûr que j'ai bien l'impression que le peuple a un problème personnel avec Emmanuel Macron. Même sous Sarkozy, où la gauche a adoré détester Nicolas Sarkozy, il n'a jamais eu un tel rapport avec le peuple. Là, c'est vraiment personnel. Jean-Christophe Gallien, Olivier, restez avec nous. Est-ce que quelque part, ce soir, pour casser la baraque, j'ai utilisé une formule syndicale, Emmanuel Macron devrait pas dire une chose, écoutez, faire une grande annonce. Je vous propose, on va faire un référendum. Peut-être pas sur les retraites, mais sur autre chose. Heureusement que vous n'êtes pas le conseiller politique, parce que je crois que vous ne seriez pas. Alors, écoutez, je change de première ministre. Quelque chose, ce serait beaucoup plus plausible, à mon avis, un changement de gouvernement. Est-ce que là, ce serait parce que s'il parle 10 minutes ou un quart d'heure pour ne rien dire, ça va faire un bis repetita de la catastrophe du dernier 13 heures? Non, moi je pense qu'il va tenter d'embarquer les Français dont vous considérez qu'ils sont tous hostiles, et c'est vrai en grande partie, sur ce qui est la suite, ou qui aurait dû être même l'avant-projet de loi sur la réforme des retraites, c'est en gros le travail. C'était logiquement finalement quelque chose moi j'ai pas compris dans la séquence qu'en fait, s'il était vraiment un chef d'entreprise, qu'il n'a jamais été, il faut quand même se rappeler, il aurait des clients et un marché. Son marché, mais il y a un marché financier, c'est le marché des électeurs, c'est le marché des Français, éventuellement après des parties prenantes étrangères, ainsi de suite. Mais donc là, il aborde pas du tout la question. S'il est chef d'entreprise, son entreprise va dans le mur. Il l'a jamais été. Il a fait des déjeuners de valorisation de son réseau à l'intérieur d'une banque d'affaires. C'est uniquement ça. Ça n'a pas été un chef d'entreprise. Donc un chef d'entreprise, il fait face à une réalité, et une réalité, elle s'impose à lui. Il ne peut pas décider de changer la réalité. Ça n'existe pas, même quand on est à la tête d'une grande entreprise du type GAFAM, on crée pas son contexte. Et donc ça veut dire que pour le coup, il va tenter de reprendre la logique du travail, certainement l'amener sur le terrain du pouvoir d'achat, parce que ça c'est peut-être le seul endroit, même si Olivier a raison, et personne ne veut faire la main, personne ne veut faire la manche. Et pourquoi ça va être difficile? C'est parce que
on est dans la suite de quelque chose qui avait été oublié, 2018, les Gilets jaunes, on a eu du mal, il s'en est sorti parce qu'il a inventé le grand débat et surtout parce qu'il a fait des chèques. Ensuite, on a refait notre réforme des retraites, ça a duré 3 mois, et c'est le 49.3, celle d'Édouard Philippe, qui a été soldée ensuite par la Covid, mais on est passé par la Covid, puis la guerre. Donc on est dans un contexte qui n'a pas soldé, si vous voulez, la colère ou les mécontentements des Français qui datent maintenant de loin. Et donc, il ne peut pas, même s'il n'est pas un magicien, et on saurait qu'il est un magicien politique, il a su saisir des vrais moments politiques. Aujourd'hui, la seule manière, s'il était à la hauteur, il faut qu'il crée un moment politique. Et un moment fondateur ou refondateur. Un moment refondateur. Et de quelle manière, Jean-Christophe? Eh bien, il faut qu'il crée, il ne peut pas revenir en arrière. C'est que sûr, se dédire en disant ça y est, on repart en arrière, on fait, ça c'est impossible. Donc il faut qu'il invente quelque chose qui soit, et à mon avis, qui n'est pas à sa portée aujourd'hui, qui soit quelque chose où il embarque les Français sur un moment de refondation politique. Ça peut pas être encore un grand débat, ça peut pas être quelque chose. On l'attend là-dessus, et c'est là où il faut qu'il invente. Et c'est difficile parce que on sent pas autour de lui de toute manière beaucoup de créativité. Il est très isolé, on le dit, m'écoutant qu'un certain nombre de personnes. Voilà. Et tout ça, on est même pas à 1 an après sa victoire à l'élection présidentielle. Donc il sait lui-même que ses options institutionnelles, vous disiez, changer de Premier ministre peut-être, mais ça changera rien du tout. Le gouvernement, la moitié des ministres, les mêmes là, si on s'interroge les uns et les autres sur thématiquement qui sont les ministres, on ne les connaît pas. Donc ça change. Mady, vous attendez justement cette nouvelle impulsion dont parle Jean-Christophe Gallien. On a vu Julien Aubert chez LR demander un référendum. Il y a toujours cette possibilité. On rappelle que la gauche a saisi le Conseil constitutionnel pour le 2e RIP qui a été retoqué la première fois. Est-ce que la solution pourrait venir de là ? La solution, elle pourrait venir de là, sauf qu'aujourd'hui, la défiance est telle qu'aujourd'hui, je ne sais pas quelle annonce Emmanuel Macron pourrait faire. Même, on parlait tout à l'heure de remaniement, je pense que ça ne changerait rien, finalement. Donc, je ne sais pas. Alors, il faut je ne sais pas, mais il faut en tout cas qu'il ait une vraie annonce pour recréer ce lien avec le peuple qu'il a perdu depuis longtemps. Et la gauche elle-même ne croit pas au succès du RIP le 3 mai. Ah oui. Et ça mettrait surtout 1 an à se mettre en place. Absolument. Bien. Catherine, moi, quand j'entends tout le monde, je me dis que les 4 années qui restent vont vraiment être très longues. Oui, mais vous savez, je crois qu'on ne se rend pas compte de l'état de la France. Moi, je suis quand même un peu désolé, j'adore ce pays. J'ai un moral d'acier, ça va pas bien. Les gens sont dans la rue. Bon, on va pas revenir en arrière sur plein de choses. Il faut qu'il explique qu'on peut pas faire autrement. Que cette il l'a déjà expliqué, Catherine. Non, il l'a mal expliqué. Les gens n'ont rien compris, c'est une usine à gaz. Mais qu'est-ce qu'il aurait dû faire autrement ? Il devait laisser faire une retraite à la carte. Un peu à l'américaine, ceux qui veulent travailler plus gagneront plus. Et bon, tout ce qui est... C'était très simple, il y avait 3 trucs. Premier truc, tous ceux qui ont des pénibilités, de la pénibilité, eux, ils vont partir tôt. Ça, c'est sûr, on les prend. Bon. Et ensuite, vous voulez travailler plus, vous gagnez plus, vous voulez pas travailler plus, vous vous arrêtez. Bon, oui, tout. Mais Catherine, comme vous l'a dit Benjamin Hamar, vous avez tendance à refaire un combat qui est réglé maintenant une fois pour toutes. Au fond, ce qu'il y a derrière l'envie majoritaire des Français, c'est terrible de dire ça. Ils voudraient recommencer une élection présidentielle et qu'ils soient battus. Ça, et surtout, travailler de moins en... franchement, dans mon métier où j'ai interviewé 20 000 personnes, même des dirigeants, vous n'imaginez pas, tout le monde veut le télétravail 3 jours. C'est pas, pas du télétravail une journée, c'est 3 jours maintenant. On a envie d'être ensemble. Oui, on a envie d'être ensemble. Moi, vraiment, pour moi, le télétravail, c'est la mort sociale. Excusez-moi de m'énerver. Moi, j'ai besoin de voir les gens, j'ai besoin d'être en contact. Moi, j'ai horreur du télétravail. Oui, ça, c'est notre génération. Je vous garantis que les plus jeunes ne veulent plus, ils veulent rester chez eux. Ils ne veulent plus voir personne. Jean-Christophe Gallien, il nous reste 40 secondes. Votre point de vue d'expert. Allez, qu'est-ce qu'il va annoncer ce soir, Emmanuel Macron? Sortez la boule de cristal. Ou le tarot de Marseille, si vous voulez. J'aimerais annoncer qu'il a une nouvelle amie. Non, une vraie initiative institutionnelle positive, là où on l'attend pas. C'est-à-dire ce qu'il avait promis, c'est-à-dire de gouverner autrement et peut-être de jeter un gros caillou dans la mare, c'est-à-dire un référendum sur un autre sujet. Il faut qu'il s'empare. Il a besoin de dézonner, il a besoin de mettre la lumière sur autre chose, ça c'est très clair. Il peut pas revenir en arrière et de tenter d'embarquer les gens sur un vrai sujet. Mais il a peu de temps et c'est très rapide, si vous voulez. Là, tout le monde va le traiter d'opportuniste et en même temps, rien n'est soldé. Le 1er mai arrive. Le 3 mai, la décision sur le RIP, on est encore dans
dans le brouhaha. Donc il essaie d'émerger là-dedans, mais le bruit est tellement fort, même si aujourd'hui tout le monde a pris des gifles, ils ont tous perdu. C'est compliqué. Il n'a plus de majorité de gouvernement possible, même s'il avait chargé les hommes de le faire. C'est un moment de charnière. Donc il doit créer lui une espèce de brèche. Et aujourd'hui, je ne sais pas comment. Je pense qu'il n'y a qu'une mesure institutionnelle de grande épaisseur, c'est-à-dire oui, un référendum sur un sujet qui serait la grande surprise. Et ça pourrait se transformer en référendum pour ou contre Emmanuel Macron, évidemment, là aussi. Il est un peu dans le coin, mais il s'est mis. Il s'est mis. Et alors espérons qu'il ne reste pas dans un bunker pendant 4 ans. Merci Jean-Christophe Gallien. Beaucoup. Philippe, vous avez... Oui, le sondage. Oui. L'allocution de Macron est risquée, nécessaire, inutile ou provocatrice. 58% provocatrice, 36% inutile, 2% nécessaire, 4 risqués. Merci beaucoup à Jean-Christophe Gallien, qu'on connaissait, politologue, conseiller en communication et désormais voyante extra-lucide. Absolument, on verra si vous avez raison. Restez avec nous, en tout cas édition spéciale, ce sera à 20h. Philippe Bilger sera d'ailleurs avec nous pour décrypter cette allocution et on se retrouve dans quelques instants sur Les Vraies Voix.